peuple de l'esprit, de l'histoire et pas de la géographie. Mais en plus, vous faites taire toutes les autres souffrances. Et là, on va voir pourquoi c'est intéressant. Et vous utilisez ce qui est le plus sacré, qui est la mémoire des morts, pour arriver à vos fins. Vous faites une politique de la Shoah. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup d'islam, de musulmans qui étaient représentés aux juifs, parce que les musulmans développent aujourd'hui une théorie comme quoi la Shoah serait une arme sioniste pour justifier le sionisme et pour asservir l'humanité entière et pour faire passer les crimes qu'Israël ferait contre les peuples palestiniens. Il faut bien comprendre que ce sont ça les idées qu'aujourd'hui manipulent les antisémites notoires. Et ça vient de la Perse. Parce que tous les trois se nourrissent du ressentiment. Vous remarquerez que c'est un ressentiment. C'est-à-dire que le premier n'est pas du tout malhonnête. Le premier antisémite, j'ai pas de sympathie pour lui. Mais il est cohérent. Je suis français, tu n'es pas vraiment français. Alors c'est un peu faux, parce qu'il y a eu des juifs qui ont vraiment fait preuve de fidélité à la France et de culture extraordinaire, mais je peux comprendre qu'un bon français, gaulois, d'origine, voit dans un juif un peu brun, ou même un ashkénaze un peu blond, une petite différence de culture, d'approche, qui n'est pas vraiment la France. Il faudrait une grandeur d'âme pour dire que la France est aussi composée de ces flux migratoires, et les juifs font partie de l'histoire de France, et qu'on a essayé de répliquer. Mais c'est un premier antisémitisme qui ne me fait pas peur. Parce que je peux comprendre, moi-même je me sens différent des Français, donc je n'ai pas de problème à un Français qui n'était pas vraiment français. Lui, tu as raison, je ne suis pas vraiment français. Mais le deuxième antisémitisme, bien que je connais la culture française mieux que toi, mais ça ne change pas. Mais je ne suis peut-être pas, effectivement, je ne suis pas un Gaulois, je suis juif. Donc le juif, en tous les cas, le juif religieux n'a pas tellement de problème avec le premier forme d'antisémitisme. Mais le deuxième forme d'antisémitisme est terrible, parce qu'il se nourrit d'un mensonge, mais ce mensonge a pour racine le ressentiment, la frustration, le manque corporel où il voit dans le juif la cause de tous ses malheurs. Pourquoi le noir, sans certains noirs, mais encore une fois, faites bien attention, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus faire tomber dans le politique correct, il y a un mouvement antisémite qui est très virulent dans des milieux de gens de couleur. Pas parce qu'ils sont plus méchants que les autres, parce que le ressentiment fonctionne beaucoup plus fort. Le blanc, le juif, il est non seulement blanc, donc c'est un blanc, mais c'est un blanc qui normalement est un peu nègre, puisqu'il est sémite, mais c'est un nègre blanc qui me prend la place. Donc c'est terrible. Puisqu'il est en même temps blanc, un peu nègre, et en plus il prend la place, il prend les travaux, il prend toutes les meilleures places, il se plaint toujours. Et ce discours-là est très fort dans une certaine frange de la population de couleur. Mais ça c'est très dangereux parce que ça peut amener la violence, ça peut amener le meurtre, et c'est aujourd'hui, l'islamisme, c'est pas que il y a aussi une idéologie religieuse, mais se nourrit énormément de le ressentiment envers le juif qui réussit et qui s'intègre en assumant sa différence dans le monde des Blancs, est un miroir d'échecs terribles pour ce frange de population qui peut arriver à des choses très très violentes. Donc ça, c'est le deuxième forme antisémitisme. Il y a le troisième forme antisémitisme, qui est grec, qui lui est tout à fait particulier, parce que lui, c'est là où les amis que je fréquente non-juifs font partie de cette troisième catégorie, et ils me disaient, mais moi je ne suis pas du tout antisémite. Parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas du tout des gens avec des haches qui veulent vous tuer, mais pas du tout. Ils sont très sympas, ils vous aiment bien, ils apprécient, ils aiment bien Leonard Cohen, ils aiment bien Albert Cohen, ils aiment bien les juifs, ils n'ont aucun problème avec la culture juive, vous pouvez aller manger dans un restaurant, il n'y a aucun problème. Mais l'antisémitisme grec est un antisémitisme dont, par exemple, aujourd'hui un philosophe très connu se défend de l'être, qui s'appelle Alain Badiou, qui est un philosophe contemporain très connu, qui est un antisémite du type grec. Mais lui, il dit, je ne suis pas du tout antisémite. Et s'il ne l'était pas du tout, il n'aurait pas besoin de prouver que non. Oui. Et eux, c'est très simple. Eux, ils disent, les Grecs, c'est l'universel. C'est l'universel. Et ce qu'ils ne supportent pas chez les Juifs, c'est qu'ils la ramènent toujours en tant que Juif. Il dit, vous êtes un homme. Un homme, on est tous hommes. C'est le projet paulien d'abolir toutes les différences. Et on est tous des hommes, ça va. Pourquoi tu la ramènes toujours avec ton tête de filie, tu vas manger au restaurant, on va, ça suffit, soyez normaux, soyez comme tout le monde. Et ils ne supportent pas la spécificité juive. Pas parce qu'ils veulent pas nous éliminer. Ils veulent bien nous considérer comme Français. Ils n'ont aucun ressentiment.
Mais il voudrait que absolument ces juifs s'intègrent et se deviennent, s'assimilent de façon 100%. C'est le contraire du premier antisémitisme. C'est le grec. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que j'appelle ça l'antisémitisme? C'est pas l'antisémitisme, c'est juste une vision de l'homme qui voudrait abolir les différences des spécificités ethniques. C'est peut-être pas de l'antisémitisme, mais c'est oui de l'antisémitisme. Vous savez pourquoi? Parce que ces mêmes personnes, et ce que j'avais une fois posé la question à un philosophe avec qui j'avais cette discussion, je lui dis, mais comment ça se fait que tu n'es pas gêné par le particularisme auvergnat, corse, breton? Là, ils s'en fichent complètement. Le gars, il est avec son saucisson auvergnat, vive l'Auvergne libre, ils rigolent, ils le trouvent super sympa. Les Bretons libres, ils les trouvent très bien, les Corses, ça va, du moment qu'ils sont pas bien. Tout d'un coup, dès que c'est juif, non, faut pas être particulier. Chose de bizarre. Si tu étais vraiment jacobin et que tu veux vraiment éliminer, alors d'accord, t'es pas antisémite, t'es un fanatique jacobin qui veut unifier toutes les autour d'une notion, d'une patrie, d'une référence qui éliminerait les identités particulières de la France. Ça ne serait pas l'antisémitisme. Mais c'est pas du tout ça qui se passe dans ces milieux. C'est des milieux au contraire qui apprécient les différences régionales. Beaucoup. Mais dès que c'est juif, ils n'apprécient plus du tout. Oh là là, ça c'est détecteur d'antisémitisme. Et alors pourquoi? Qu'est-ce qui les gêne dans le particularisme juif? Vous savez ce qui les gêne? C'est la notion du particularisme juif qui est très important, qui est en vérité une forme d'universel, qui est une conclusion, on revient au Yud et au Dalet, une forme d'universel qui est propre aux Juifs. Quand Abraham Avinu, il y a un texte à Midrash absolument fabuleux, à l'époque de Abraham Avinu, un roi qui s'appelait Nimrod a décidé de jouer un tour de passe-passe à Dieu. Il a dit, attendez, ce bon Dieu, tant qu'il y a des gentils et des méchants, il va toujours sortir gagnant. Parce qu'il donne des claques aux méchants, il donne des bonbons aux gentils. J'ai trouvé la solution. Le roi Nimrod, comme son nom, le roi Nimrod révolté. Mais Kiret Kono et Mordo, il connaît Dieu très bien, mais il veut se révolter contre lui. C'est le fameux Don Giovanni. Vous connaissez Don Giovanni à la fin, qui mange, qui boit. Don Giovanni, fais tchouva. Non, je ne ferai pas tchouva, je suis un homme libre. Fais tchouva. Don Giovanni, non, il mange qu'à la mort. Bon, c'était Nimrod, vous savez, il voulait se révolter contre Dieu, voyant Dieu en face, et contre Dieu. Il a dit, mais je vais piéger Dieu, moi. Vous êtes fou, monsieur le roi, ça va. Je vais piéger Dieu. Comment? On va tous se mettre, on va tous devenir des affreux jojo. Tous. On va s'unir ensemble pour être contre Dieu. Alors là, on va piéger Dieu à son propre piège. Parce que tant qu'il y a des gentils et des méchants, le bon Dieu, il a beau jeu à nous faire, à faire ce qu'il veut. Mais si on devient tous des affreux jojo, tous contre lui, il ne peut pas changer les règles du jeu, il a créé l'homme libre. Donc si on est tous des affreux jojo, on a gagné. Pas mal, les conseillers ont dit pas mal. Mais tout d'un coup, déjà, le problème à l'époque, c'était les Juifs. Quelqu'un m'a dit, il y a un problème. Quel problème? Il y a un problème. C'est quoi? Il y a un homme là-bas, seul, au-delà du fleuve. Au-delà du fleuve. C'est pour ça qu'on s'appelle, nous, les Hébreux. Ivri, c'est bien le vocable. Hébreu vient de là. Ever Anahar, au-delà du fleuve. Au-delà, être au-delà, ne pas être dans le cours des choses. Il porte au-delà. Voilà, il est au-delà. Une porte au-delà, très belle formule. Et Abraham, seul contre le monde entier, dit, je ne rentre pas dans la combine. Je ne rentre pas dans la combine. Je vous demande sincèrement, si nous on avait été à cette époque-là, on a Nimrod avec l'armée, le politique, l'ONU, l'UNESCO, la presse, les médias, tout, la finance, d'un côté Nimrod, et de l'autre, Abraham seul avec son âne et son bâton. Sur qui on aurait misé? Sur Abraham ou sur Nimrod? Sur qui on aurait misé? Au fond du cœur. Moi je vous dis qu'on aurait misé sur Nimrod. On aurait misé sur Nimrod parce que quand même, un pauvre bonhomme avec son âne et le monde entier, ça va, on n'est pas là. Or, 3500 ans plus tard, qu'est-ce qui reste de Nimrod? Rien. Non seulement rien, mais ce qu'il en reste, c'est ce que nous on en dit. C'est grâce au fils d'Abraham que Nimrod existe encore un tout petit peu. Et l'humanité entière est portée par Abraham. Par Abraham. Ça veut dire que vous avez deux formes d'universel. Vous avez un universel en forme d'expansion qui prend des formes très fortes, financières, politiques, militaires, diplomatiques,
qui sont l'union des forces autour de l'hégémonie d'un système idéologique et politique. Mais ça, c'est pas éternel. Bien que ça paraisse éternel. Je vous promets que si vous avez vécu, si nous avions vécu à l'époque des Romains, on n'imaginait pas une seconde. C'était inimaginable, la chute de l'Empire romain. C'est comme aujourd'hui, on n'imagine pas la chute de l'Empire occidental. C'est inimaginable. Inimaginable. Pourtant, un jour, ça s'écroule. Les civilisations sont mortelles. Le peuple Abraham, il porte l'universel en intensité. En intensité, ça veut dire en vérité. Or, cette vérité, si elle est vraie, elle dit le secret de chaque chose, éternellement. Et elle est inépuisable, inexpugnable, immortelle. Si les Juifs sont encore vivants après 3500 ans, d'un exil très souvent dramatique, c'est pas parce qu'on est Superman, il ne faut pas croire qu'on est Superman. Il ne faut pas croire que le juif tunisien bedonnant, il est plus fort que toutes les peuplades qui étaient des grands guerriers qui ont sombré dans l'histoire. C'est pas possible. On n'est pas Superman. Pourquoi on est toujours là? Parce qu'on est lié au Yud, à la forme séparée. On est lié à la parole divine éternelle. Simplement pour ça. Et si le peuple juif est toujours là, la Torah est toujours là, c'est tout simplement parce qu'elle est vraie. C'est tout. Et donc cet universel-là rend caduque leur forme d'universel. Et ça, c'est un danger terrible pour eux. Ils ne supportent pas le prédicat juif, comme ils l'appellent. On ne veut pas du prédicat juif. Parce que le prédicat juif nous dit que nous sommes mortels. D'où une haine. Mais pas une haine violente. Les antisémites grecs, en tous les cas, au début, sont après, ils s'accommodent avec les Perses. Mais ils ne sont pas violents. Mais c'est un antisémitisme virulent. Parce qu'il veut nous déraciner, il veut détruire le Yud. Il veut détruire, quand la Torah a été donnée, on dit que tous les peuples, tous les rois sont arrivés voir Bilam, le prophète des nations. Et leur a dit, mais le monde, c'est la fin du monde. Il dit, non, c'est pas la fin du monde. Ils ont entendu la fin du monde. C'est pas la fin du monde, c'est Dieu qui donne sa force à son peuple, il donne sa Torah à son peuple. Mais tout celui qui sait lire le Midrash comprend qu'il y avait dans ce don de la Torah quelque chose de la fin du monde. Parce que la Torah excède les logiques de l'histoire. Elle excède, elle ne pose pas comme absolu le cosmos, le réel. Elle essaye de faire résonner poétiquement l'avant-monde et l'après-monde. Elle essaye de faire un lien dans l'homme entre ce qui excède Adam, qui veut dire l'homme en hébreu, c'est l'anagramme, c'est les mêmes lettres que Me'od, qui veut dire l'excès, qui veut dire le plus. Le monde qu'on vit n'est pas le monde qu'on voit. Le monde qui s'organise comme absolu, c'est le Dalet. Ça ne veut pas dire, il ne faut pas le nier. Le monde a été créé avec le He, pas avec le Yud. Il faut intégrer le monde. Le monde est magnifique. Mais il ne faut pas donner au monde un caractère idolâtre d'absolu. Il faut avoir cet humour juif, cette distance, cette étude de la Torah, qui sait que le monde a un caractère éphémère aussi. Et que la seule chose qui est éternelle, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu, c'est le Yud. Et ça, c'est une forme d'antisémitisme qui est aujourd'hui très forte dans les milieux universitaires, qui ne supporte pas le particularisme juif, parce que le particularisme juif met en balance, rend éphémère leur forme d'universel à eux. Et alors après, vous avez le quatrième forme, on va essayer de conclure, d'avancer. Vous avez après une quatrième forme d'antisémitisme, qui est l'antisémitisme de Édom, qui, lui, est un antisémitisme très, très, très spécial, puisque c'est un antisémitisme qui... Vous savez qu'Édom, qui est le rouge, qui est le digne, qui est la loi, et aussi la civilisation à l'appelle de façon très curieuse, parce qu'aujourd'hui c'est évident, mais au XVIe siècle ça ne l'était pas. Le maral de Prague, XVIe, XVIIe siècle, appelle l'Occident Malchut HaHeder, l'empire du vide, l'empire du rien. Voulant dire par là que l'Occident, il y a, et on va en parler, on va finir avec ça, mais un mouvement multiséculaire de destruction des valeurs. Au point où aujourd'hui, vous savez, quand on discute avec des jeunes ou avec des gens qui ne croient pas à la Torah, ils ont un argument imparable. Très difficile pour un rabbin de contrecarrer un argument. C'est l'argument qui se porte en deux mots, qui est pratiquement imparable. Vous savez c'est quoi? Quelqu'un a une idée? L'argument anti-Torah, par excellence. Voilà, je vous donne des armes pour combattre les rabbins. Si un jour on vous dit la Torah, on vous dit il y a deux mots qui font voler en éclats pratiquement tout discours spirituel. Vous savez c'est quoi? C'est pourquoi pas. Il est terrible ce pourquoi pas.
Pourquoi? Parce que quelqu'un vous dit mariage pour tous, entre hommes. Je dis pourquoi pas? Toi t'aimes les femmes, lui il aime les hommes. Pourquoi pas? Ça va du moment qu'on fait de mal à personne. Bientôt, je vous promets, on va arriver dans les mairies avec une vache, la vache Lucie. On va dire on va se marier avec la vache. Je suis amoureux d'elle, elle m'aime beaucoup, on s'adore. Et je vois pas pourquoi on pourrait. Pourquoi pas? Quel problème? Je voudrais que le maire nous unisse pour la vie avec la vache Lucie. Une mère vache. Une vache, deux vaches, ce que tu veux, pourquoi plus manquer? On va arriver à un an que du moment que ça ne fait pas du mal aux autres, tout est permis. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le pourquoi pas résonne en écho derrière, au vide des valeurs. Il n'y a pas de valeur absolue, au vide conceptuel. Donc tout, tu veux dire pourquoi pas. Et c'est terrible, parce que le pourquoi pas, on peut, alors après il faut bien sûr, on pourrait faire un jour une conférence, si vous voulez, M. Amsalem, la Torah contre le pourquoi pas. Parce qu'il y a bien entendu un discours dans la Torah qui déracine cette position, mais ça demande un développement assez long. Mais bien entendu, il faut poser la question, est-ce que les valeurs existent? Mais en tous les cas, l'anti des valeurs, quand je dis les valeurs, ça veut dire, est-ce que l'esprit est avant la matière ou la matière avant l'esprit? Est-ce que ce qui est avant tout, c'est de la matière? Ce qui est avant tout dans l'univers, c'est l'histoire de la matière qui va créer des idées? Dans ce cas-là, tout est possible. Chacun peut penser ce qu'il veut, pourquoi pas? Ou est-ce qu'avant tout, il y a une forme de vérité qui